De l'actualité sur RTI 1, bienvenue. À la une, ce 30 octobre, l'audience accordée par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, à la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara. Une rencontre en marge du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux à Brazzaville. Kandia Camara était porteuse d'un message du chef de l'État ivoirien. La coopération ivoiro-congolaise se porte très bien, c'est aussi le cas entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Une délégation de l'Agence coréenne de coopération internationale a une rencontre avec la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de Côte d'Ivoire. Au menu, la transformation de l'administration publique ivoirienne. La Côte d'Ivoire occupe toute sa place sur l'échiquier international. Les actions de coopération se multiplient. Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom, a rencontré ce lundi l'ensemble des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il a dit sa disponibilité à accompagner ses pairs dans la réussite de leur mission en terre ivoirienne. Et puis, il ne reste plus que quelques heures avant la fin du mois d'octobre, 31 jours consacrés à la lutte contre le cancer du sein. Nous irons dans ce journal à la rencontre d'une survivante du cancer, Corinne, âgée de 31 ans et maman de 3 enfants, qui a vécu une ablation du sein gauche, mais aujourd'hui en rémission. Bonsoir à tous. Première destination de ce 20h, le Congo. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a accordé une audience à la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara. Une rencontre en marge du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux. C'est à Brazzaville. Kandia Camara était porteuse également d'un message du chef de l'État ivoirien, Herman Guivet. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, reçue en audience par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. À ses côtés, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo, Touré Mamankone, et le ministre de l'Environnement ivoirien, Jacques Assaouré. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, porteuse d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue, ami et frère du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. L'excellence des relations de coopération entre les deux pays, Côte d'Ivoire et Congo, a été saluée au cours de cette audience. Nous avons non seulement remis le message du président Alassane Ouattara, mais nous avons aussi transmis ses salutations. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, nous a chargé de dire au président Sassou Nguesso et au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est disposée, et lui-même en tête, à renforcer ces relations qui sont déjà excellentes, mais à les renforcer davantage parce que nous avons beaucoup de choses à partager dans divers domaines. Nous avons transmis ce message et le président Sassou Nguesso nous a dit aussi que lui était dans cette dynamique. Et d'ailleurs, lors de son passage, lors de sa visite à Abidjan, il a souhaité que le président Ouattara envoie une mission ici. Donc l'ANADER, qui est une structure du ministère de l'Agriculture, est là, en train de travailler avec les experts ici de l'agriculture, ici au Congo. Le ministre congolais de l'Agriculture a effectué déjà une visite aussi en Côte d'Ivoire, en plus de d'autres ministres qui ont fait le déplacement. Donc tout ça pour dire que les deux chefs d'État, les deux pays, les deux peuples sont prêts à aller plus loin dans leurs relations, pour le bonheur de nos pays, mais surtout pour le bonheur des populations ivoiriennes et congolaises. Le sommet aussi qui a réuni tout ce parterre de personnalités. Ce que nous souhaitons, c'est la mise en œuvre des décisions qui ont été prises ici à Brazzaville. Merci au président Sassou Nguesso, merci au peuple congolais. Nous repartons avec de grands souvenirs. Une audience accordée par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à la délégation ivoirienne conduite par la présidente du Sénat, Kandia Camara, au terme du sommet des 3 grands bassins forestiers mondiaux tenus à Brazzaville, qui a enregistré la présence de plus de 3000 participants.
La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a également été reçue par le Premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Collinet Makosso. Kandia Camara a pu féliciter les autorités de la République du Congo pour l'excellente organisation du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux de Brazzaville. Elle a en outre remercié les autorités congolaises pour la qualité de l'accueil qui lui a été réservé. Les échanges entre les deux personnalités ont également porté sur la bonne qualité des relations de coopération qui lient leurs 2 pays respectifs. Voilà, excellente coopération ivoiro-congolaise, c'est aussi le cas entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Les 2 pays travaillent en ce moment sur la modernisation et la transformation de l'administration publique ivoirienne. Une délégation de l'Agence coréenne de coopération internationale a une rencontre avec la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de Côte d'Ivoire. Le point dans ce sujet signé Grace Kando. Une délégation de l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA chez la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Au menu des échanges, l'élaboration d'un projet d'appui à la modernisation et à la transformation de l'administration publique. D'un coût global de 6 milliards de francs CFA, le projet prend en compte 2 objectifs pour ce projet. L'un qui concerne le ministre de la fonction publique pour aider à moderniser le système de gestion prévisionnelle des compétences des fonctionnaires. Et l'autre, c'est aussi moderniser de l'ENA et introduisant les équipements digitalisés. C'est vraiment un projet innovant, pragmatique et qui va vraiment aider le gouvernement à travers le ministère de la fonction publique. Il s'agit de toucher des secteurs clés, des secteurs essentiels qui vont forcément impacter tout le reste de notre administration. Les ressources humaines bien formées, c'est la garantie d'avoir une administration performante. Ce projet d'appui à la transformation de l'administration publique consiste donc à outiller les unités administratives du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration pour plus d'efficacité et de célérité dans l'exécution de leurs missions. Sa mise en œuvre est prévue sur la période 2025-2028. Coopération interpays, diplomatie internationale, la Côte d'Ivoire se porte très bien et ses relations avec les autres pays également. Porté à la tête de la diplomatie ivoirienne le 17 octobre dernier, le ministre des Affaires étrangères était ce lundi devant l'Assemblée des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Léon Kakou-Adom a dit sa disponibilité à accompagner ses pairs dans la réussite de leur mission dans notre pays. Franck Kofi et Aboulaye Koné. Ils sont venus nombreux adresser leurs félicitations au nouveau ministre des Affaires étrangères et renouveler au passage leur confiance en la Côte d'Ivoire. Nous avons des relations très proches avec la Côte d'Ivoire, avec nos collègues dans notre système international et ça a vraiment donné l'occasion de continuer l'échange, de continuer le contact, de reprendre quelques traditions diplomatiques et les États-Unis sont très 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 fiers d'être là. Je suis contente d'initier ces missions avec ces réunions avec les ministres et aussi tous les représentants du corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Le porte-parole de la délégation a quant à lui relevé la qualité du nouveau chef de la diplomatie ivoirienne. Les chefs de mission qui vous apportent leur soutien et leur écoute infectible, comme à l'accoutumée, sauront compter sur votre dynamisme, votre amabilité, votre savoir-faire pour continuer à promouvoir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé si heureusement entre la Côte d'Ivoire et nos États et organisations internationales respectives. Dans sa prise de contact et sa quête de faire connaissance avec l'ensemble du corps diplomatique, Léon Kakou-Adom a dit sa disponibilité à les accompagner dans la réussite de leur mission en terre ivoirienne. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette rencontre de prise de contact pour vous réaffirmer la volonté de mon département ministériel de vous apporter toute l'assistance nécessaire à la facilitation et à la réussite de votre mission
dans notre pays. Mettant en avant l'environnement des affaires, le chef de la diplomatie ivoirienne a appelé ses pairs à être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans leurs pays respectifs. C'est la fin d'un parcours de formation long de 6 mois pour 500 stagiaires volontaires. Ils ressortent du centre de service civique Thio-Fosué de Bouaké avec des aptitudes en pâtisserie, en sécurité, en esthétique et également en mécanique. Cette promotion a été baptisée Jérôme Patrick Hachi du nom de l'ex-premier ministre ivoirien. Laure Goretti et Soro Corona. 500 stagiaires volontaires en fin de formation au centre de service civique Thio-Fosué de Bouaké. Après 6 mois de formation en pâtisserie, sécurité, esthétique et mécanique. C'est la première promotion baptisée du nom de l'ancien Premier ministre, Jérôme Patrick Hachi. J'ai laissé l'école en classe de 3e. Je suis venu ici apprendre de l'électricité. Je suis content. Je sais qu'à la sortie d'ici, je serai meilleur. J'étais en quête d'emploi et j'ai vu l'annonce sur le net dont je me suis inscrite. J'ai un BTS en ressources humaines de communication. Je suis venue me spécialiser en cuisine, pâtisserie, boulangerie. Je pense qu'au sortir d'ici, je pourrais même ouvrir ma propre entreprise. Ces stagiaires vont intégrer leurs familles respectives avant la phase pratique des stages et de leur insertion dans la vie active. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, invite les parents à accompagner aussi cette action gouvernementale. Chers parents, nous avons, avec l'appui du président de la République pendant 6 mois, aider à la transformation de vos enfants. En même temps que vous êtes fiers de voir ces enfants transformés, mais une nouvelle vie va commencer puisque ces enfants vont retourner à la maison. Nous espérons que vous allez nous aider à faire en sorte que ces enfants ne basculent plus et qu'ils puissent maintenir donc le cap. Mais pour cela, vous devez assumer vos responsabilités. Ces jeunes volontaires ont bénéficié de formations visant à leur inculquer des valeurs civiques. Selon le maire de Bouaké, l'initiative permet de prévenir certains fléaux sociaux. Monsieur le ministre Mamadou Touré, les stagiaires volontaires nous seront d'un appui de qualité, tant dans la promotion des valeurs que dans la création d'opportunités pour la jeunesse. Avec leurs différentes formations, ils contribueront à lutter contre l'oisiveté et la délinquance juvénile. Cette activité s'inscrit dans l'AS 2 du programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025 qui met l'accent sur le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Ces 500 jeunes sont bien outillés pour s'auto-employer. 1000 autres entament leur formation dans les domaines de la mécanique auto, du bâtiment, de l'hôtellerie, l'imprimerie, aussi l'infographie. Pendant 1 à 2 années, selon le secteur, ils seront encadrés et envoyés en stage pratique auprès de maîtres artisans. Une opération de la mairie de Yopougon et de l'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP. Moussa Konaté et Frodo Célestin. La cuisine est sa passion. Josier veut en faire son métier. Ce jour, à la mairie de Yopougon, il se fait enrôler pour un apprentissage de cuisine professionnelle. Depuis tout petit, j'ai aimé la cuisine. J'étais au quartier, je faisais du poulet braisé. Moi, c'est la cuisine professionnelle. Je veux être chef cuisinier. Non, je suis venu ici pour m'inscrire, pour être un chef cuisinier. Ils sont plusieurs à vouloir s'offrir une chance d'apprendre un métier et avoir une qualification pour s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Dans cette salle, des jeunes procèdent au remplissage de fiches, échangent avec les responsables de l'Agence nationale de formation professionnelle, AGFOP, suivi de la visite médicale. Des étapes pour s'inscrire en vue de prendre part à la formation. C'est l'infographie que je vais faire et j'ai vu l'infographie dans ce qu'il propose, dans ce que le projet propose. Et j'ai jugé bon de venir me présenter. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Les critères de sélection, d'abord, il faut être ivoirien. Deuxièmement, il faut être âgé de 15 à 30 ans au plus. Au moins avoir un niveau minimum de CM2 qui te permet au moins de savoir lire et écrire. Ils seront placés auprès de maîtres artisans. Donc nous avons reçu la semaine dernière la fêtière de la Chambre des métiers avec tous les maîtres artisans qui sont venus et qui ont donné leur caution pour recevoir les jeunes gens. Et cette formation va se faire 75% de pratique et 25% de théorie. Les métiers concernés sont entre autres la mécanique auto, l'hôtellerie, l'esthétique, l'imprimerie et l'infographie. L'action s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du PGDEC, projet d'emploi jeune et de développement des compétences. L'initiative est soutenue par le maire Adama Bictogo. L'État fait 500, mais la mairie va faire aussi 500. Tout métier crée le bonheur de celui
qui s'engage avec sérieux dans le métier qu'il fait. Et je sais que si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous êtes convaincu que cette formation doit vous ouvrir une nouvelle voie. Mais votre bonheur est notre bonheur. Donc nous allons veiller à ce que vous tous, vous ne repartiez pas sans l'espoir de pouvoir faire quelque chose. La phase 3 du PGDEC va prendre en compte 1800 jeunes issus de 8 communes du district d'Abidjan. Ils sont aussi en formation. Les étudiants de l'école normale supérieure voient leurs conditions d'études améliorées. Un nouveau restaurant situé sur le campus de l'ENS au sein de l'université de Cocody ouvre ses portes. Jusqu'à 600 repas pourront être servis chaque jour. C'est Forazegui. L'école normale supérieure d'Abidjan a désormais son restaurant. Un espace événementiel d'une capacité d'accueil de 200 places pouvant servir jusqu'à 600 repas par jour. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de nos condisciples parce que sans parcourir une longue distance, on pourra rester sur place, pouvoir nous restaurer. Après 2 années de travaux et un investissement d'environ 51 millions de francs CFA, le restaurant de l'ENS retrouve son public dès son inauguration ce jour. Ce lieu est un espace multifonctionnel constitué d'une aire non bâtie pouvant abriter d'importants événements et autres festivités de plein air et d'une aire bâtie de 2 niveaux pouvant servir de salle d'accueil pour la restauration, les activités intellectuelles, artistiques et ludiques, favorisant ainsi l'échange, la créativité et l'innovation. Baptisée du nom du professeur Adama Diawara, cette bâtisse est l'illustration de la volonté du chef de l'État à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Il y a eu beaucoup d'investissements depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir et ce bâtiment flambant neuf que nous inaugurons aujourd'hui fait partie intégrante de ces investissements qui sont faits. Et ces investissements, je pense que toute la Côte d'Ivoire en est témoin. Ça va des réhabilitations et rééquipements des infrastructures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique jusqu'à la construction de nouvelles infrastructures, notamment les nouvelles universités et autres. Les lignes bougent donc à l'enseignement supérieur, selon le ministre Adama Diawara. Il annonce la pose de la première pierre de l'université d'Odiéné les jours à venir, sans oublier de mentionner que les villes d'Adiaké, Abengourou, Daoukro et Dabou auront elles aussi des universités. On parle toujours de formation en direction Paris cette fois pour des cours d'un autre type, les classes cacao, initiées par la Côte d'Ivoire, premier producteur de fèves de cacao au Salon du Chocolat. Il s'agit essentiellement de faire connaître au grand public le parcours de la fève de cacao depuis la plantation jusqu'à la tasse du consommateur. Envoyés spéciaux sur place, Ulrich Adangan et Delphine Blas. Ils consacrent toute leur vie à la pâtisserie et au chocolat. Dimanche, 3e jour du Salon du Chocolat, Monsieur Chevreuil arrive avec une délégation de 11 personnes composée de professionnels français, des chefs pâtissiers, des responsables d'école et des cordons bleus qui ont entre 25 et 40 ans de métier. On a dégusté un peu. Là, je trouve des choses extraordinaires. Alors nous sommes une très très vieille académie fondée par Joseph Fabre. Joseph Fabre, vous voyez sur toutes les vestes, c'est le portrait que vous avez ici. Donc chaque broche représente une identité de la cuisine française et nous sommes représentés par 70 membres titulaires, exactement comme toutes les académies fondées en France, comme l'Académie Goncourt, comme l'Académie française, avec des sièges. Chaque siège est occupé par 70 membres titulaires, sièges qui sont des anciens chefs connus. On se change pour des tenues professionnelles sur un stand aménagé pour l'occasion, le stand du Conseil Café Cacao. C'est le jour de classe cacao. Il s'agit d'un atelier qui porte sur la connaissance du cacao et de ses produits dérivés. C'est l'une des grandes innovations cette année du Conseil du Café et du Cacao. Stand animé. Très beau stand, on me l'a dit même à l'entrée. Je dis je cherche le stand, on me dit mais vous allez voir que c'est l'un des plus beaux stands de ce salon, effectivement. Stratégiquement situé, très bien implanté et très bien décoré. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu l'honneur de goûter le cacao, voilà, du Salon du Chocolat
de Côte d'Ivoire, très bon et spécial. D'abord, on découvre et on déguste. C'est la première fois que je goûte et j'ai trouvé que c'était acidulé sur le mucilage. C'est vrai qu'on dirait un fruit exotique. Voilà. Et après, l'amande, elle est neutre et il n'y a pas d'amertume. Voilà. Ensuite, on échange et on partage les expériences. Le Conseil Café Cacao, c'est l'organe étatique en charge de la régulation de la filière du café et du cacao. Les professionnels français satisfaits de la qualité du cacao ivoirien entendent aller plus loin avec la Côte d'Ivoire. Puisqu'on a prévu beaucoup de choses avec vous. Il faut dire que les années précédentes, ces classes cacao étaient uniquement réservées en priorité aux enfants de la diaspora. Cette année encore, ils sont au rendez-vous. La tradition a été respectée. J'aime bien le chocolat. Ça fait 2 fois que je regarde les cabosses. Je ne passe jamais au salon sans venir à ce stand-là parce que j'adore le cacao. Le conseil du café cacao, avec son stand vert, aura réussi un pari, celui de la mobilisation des visiteurs autour du cacao et du chocolat de Côte d'Ivoire. Et voilà, le stand de la Côte d'Ivoire très prisé pour ses moments de découverte et de dégustation au Salon du chocolat de Paris. Et sur place, il est aussi question pour la Côte d'Ivoire de tisser des partenariats lors des Journées nationales du cacao qu'elle initie chaque année. La Côte d'Ivoire renforce donc ses liens de coopération avec le Salon du chocolat de Paris. L'objectif est de valoriser les produits locaux. Et nous quittons Paris pour Rome où la fresque de la désertification a été lancée. C'est un jeu éducatif. Il vise à sensibiliser le grand public aux défis majeurs de la désertification et de la sécheresse. Didier Nguessan. Une fresque sur la désertification. Cette dégradation des terres liée au climat et à l'action humaine est ici décrite et chiffrée par les artistes. Nous sommes au Forum mondial de l'alimentation, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Le président de la 15e conférence des parties, COP15, Alain Richard Dombaï, situe les enjeux. La sécurité alimentaire n'est pas seulement une question de supply and demand, d'offre, de demande, donc de disponibilité de l'offre, mais aussi un problème de production de cette offre. C'est-à-dire que quand on parle d'insécurité alimentaire, il faut obligatoirement parler de production alimentaire. Et la production alimentaire ne peut se faire qu'à partir de sols sains, avec une agriculture saine et une agriculture qui nourrit son homme. La représentation artistique permet aux participants de relier les cartes entre elles afin de créer des liens de causalité et comprendre le phénomène. La fresque de la désertification est inspirée de la fresque sur le climat. Rendons-nous maintenant au poste frontalier de Noé sur dénonciation de la délégation régionale du Conseil EVA Palmier à huile d'Aboisseau. La gendarmerie nationale a intercepté une cargaison de 140 tonnes d'EVA, un chargement qui tentait de sortir frauduleusement des frontières ivoiriennes. 8 personnes ont été interpellées et mises à la disposition de la brigade de gendarmerie de Tiapoum pour les suites de l'enquête. Mama Traoré. La saisie a été opérée par les éléments du groupement spécial contre les exportations illicites des produits agricoles de la gendarmerie nationale sur dénonciation de la délégation régionale du Conseil EVA Palmier à huile d'Aboisseau. À bord de ces 4 engins de type poids lourd, l'équivalent de 140 tonnes de fonds de tasse d'EVA que des opérateurs tentaient de faire passer illégalement par la frontière. Une pratique nocive pour l'économie nationale. Ces pratiques constituent de véritables manques à gagner pour le Conseil déjà, au niveau de la parafiscalité qui n'est pas payée puisque ces sorties sont frauduleuses. Et puis ces sorties, si elles persistent, peuvent entraîner une pénurie de matières premières pour nos usines locales. Le Conseil EVA Palmier à huile reproche 2 chefs d'accusation aux auteurs supposés de cette infraction. Faux et usage de faux et commercialisation illicite de produits agricoles soumis à agrément. La commercialisation extérieure des fonds d'État exige que l'opérateur soit agréé par le Conseil EVA Palmier à huile.
Et cette procédure est prévue par nos textes. Et il faut d'abord être agréé par le Conseil EVA Palmier à Huile, avoir une autorisation d'exportation endossée à cet agrément et payer les taxes parafiscales qui y sont afférentes et faire le site d'emportage sur un site agréé par le Conseil EVA Palmier à Huile. Lors de cette opération, 8 personnes ont été interpellées et mises à la disposition de la brigade de gendarmerie de Tiapoum pour les suites de l'enquête. En santé, le deuxième passage des journées de vaccination contre la polio prennent fin aujourd'hui. Les 113 districts sanitaires du pays ont été sillonnés avec pour cible 6,7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Didier Nguessan. Contre la poliomyélite, en première ligne, le ministre de la Santé, Pierre Demba. Agent vaccinateur pour la circonstance, il administre les 2 gouttes recommandées. Cette seconde campagne, qui a duré 4 jours, s'achève ce 30 octobre et a permis de vacciner 6 700 000 enfants grâce à l'appui financier des partenaires dont l'OMS et l'UNICEF. L'initiative mondiale d'éradication de la polio apporte leur appui à la mise en œuvre des activités avec près de 5,5 milliards de francs CFA pour les 2 tours de la campagne de vaccination. 48 701 vaccinateurs, mobilisateurs sociaux, crieurs sont déjà présents au niveau communautaire. En 2015, la Côte d'Ivoire avait été déclarée libre de poliomyélite. Malheureusement, 6 nouveaux cas ont ressurgi en 2023, dont 4 dans le Boukani. Les autorités sanitaires multiplient donc les campagnes de vaccination. La poliomyélite est invalidante. Vous savez que quand cette maladie touche les enfants, ces enfants ont un affaiblissement des membres inférieurs. Ils n'arrivent pas à se tenir debout et ça peut aller jusqu'à la mort. Donc la Côte d'Ivoire s'est battue avec les partenaires dans Rotary, l'UNICEF, l'OMS et tout ça pour éradiquer cette maladie. Mais depuis quelques années, on a constaté quelques cas et on fait donc plusieurs passages pour éradiquer définitivement cette maladie. Principal bailleur de fonds non étatique, le Rotary Club International lutte également contre la polio à raison de 12 milliards de francs CFA injectés en Côte d'Ivoire. Si la progression de la polio a pu être freinée en Côte d'Ivoire, c'est encore loin d'être le cas pour le cancer, précisément le cancer du sein, au cœur de la campagne de sensibilisation de ce mois, dénommée Octobre Rose. Nous vous proposons ce soir d'aller à la rencontre de cette jeune maman pleine de courage qui a pu vaincre la maladie. Elle partage avec nous son histoire et ses émotions face au cancer, son témoignage. Corinne a 31 ans. Elle est mère de 3 enfants. Elle mène de front 2 activités professionnelles, téléconseillère dans une entreprise privée et promotrice d'une marque de produits alimentaires bio. Son temps libre, elle le consacre à sa famille et à la sensibilisation via les médias sociaux. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'autopalpation. 3 jours après tes menstrues, vous divisez votre poitrine en 4 et vous prenez chaque cadran. Vous prenez vos 3 doigts et vous malaxez. Car oui, il y a à peine 2 ans, cette jeune mère de famille faisait face à un cancer du sein. Et dès l'annonce du diagnostic, elle prend la maladie à bras-le-corps et entame le protocole de soins avec des séances de chimiothérapie tous les 21 jours pendant plus de 4 mois. J'ai fait 6 séances de chimiothérapie chaque 21 jours. Ça a été très douloureux, très difficile. J'ai perdu mes cheveux, comme tout ce qu'on voit à la télé un peu là. Et après, j'ai fait une chirurgie. J'ai fait une mastectomie complète du sein gauche. On a coupé mon sein gauche. Après ma chirurgie, j'ai fait une radiothérapie. Mais Corinne a un mental d'acier. Elle continue de travailler tout en suivant son traitement. On m'a mise en télétravail. Donc, quand je faisais mes séances de chimio, les 10 jours après, je ne suis pas en état de travailler. Donc, parce que je suis très malade, diarrhée, vomissement, tout ce qui va avec, voilà. Et après ces 10 jours-là, dès que je me sens en forme, j'étais en télétravail, je travaillais jusqu'au 21e jour où je devais refaire une autre séance de chimiothérapie. Quand on demande à cette jeune femme d'où elle tire toute cette énergie pour faire face au cancer, au traitement et aussi au regard des autres, la réponse est sans équivoque. J'ai perdu mes 2 parents. Je ne voyais pas comment j'allais laisser mes 3 enfants vivre sans moi.
Donc ça, c'était la grande source de motivation, là où je puisais toute ma force. Entre perte de cheveux, ablation du sein, vertige, vomissements et autres effets, le combat contre la maladie n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, Corinne arrive à être une source de motivation pour les autres. Beaucoup de femmes qui sont dans le cas m'ont contacté, m'ont dit vraiment tu es une source de motivation pour nous, tu nous donnes de la force et ton expérience nous sert. Par ricochet aussi, elles me demandent des conseils, comment tu as fait pendant ta chimio, quelles sont les nourritures que tu as mangées, comment tu t'es arrangé, quand tu as perdu tes cheveux par exemple, comment tu faisais et tout. Donc j'essaie de les conseiller un peu comme je peux. Le cancer du sein n'est plus une fatalité. Diagnostic précoce, prise en charge rapide, suivi strict des recommandations médicales sont entre autres conseils que Corinne prodigue aux femmes. La médecine a évolué, le cancer n'est pas une fatalité. Si vous êtes dans le cas, allez à l'hôpital, écoutez votre médecin, suivez les soins à la lettre et vous allez vous en sortir. Déjà, le mental, ça compte pour 90%. D'avril à novembre 2022, Corinne Agbeoundji subit des séances de chimiothérapie, l'ablation de son sein gauche, ensuite de la radiothérapie et aujourd'hui un traitement d'hormonothérapie pour les 5 années à venir. Le cancer, ça se soigne. Le cancer du sein, ça se soigne si c'est détecté tôt. Donc, je vous exhorte à l'autopalpation. Je vous exhorte à la sensibilisation, parlez de ça autour de vous. Le mois d'octobre tire à sa fin. Octobre Rose, c'est 30 jours consacrés à la lutte contre le cancer du sein. Mais le combat contre la maladie continue pour des millions de femmes dans le monde. En 2022, la Côte d'Ivoire a enregistré 3300 nouveaux cas et 1800 décès. Et puis pour terminer en sport football, Ballon d'Or 2023, nous sommes à quelques instants des résultats de la 67e cérémonie qui va dévoiler le nom de celui qui succédera à Karim Benzema. 30 noms à l'affiche, 3 favoris, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé. La cérémonie est en cours en ce moment même et vous pouvez la suivre en direct sur RTI 3. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Agréable fin de soirée à tous et à demain, toujours sur RTI 1. Bonsoir.